Bonjour, il est paru utile au cabinet Corny-Fouché de faire une série de petites vidéos sur les ordonnances 2020-305, 2020-306 du 25 mars 2020 qui instaurent un moratoire pour tous les acteurs économiques en toute matière, mais plus spécifiquement ici, c'est ce que nous retiendrons en matière d'urbanisme et de construction. Je vais faire une petite introduction, puis les avocats du cabinet reprendront chacun pour ce qui les concerne, déclineront chacun les moratoires pour différentes parties de l'urbanisme, la construction. Le moratoire peut se définir comme une mesure exceptionnelle et temporaire par laquelle le législateur, ici le gouvernement, proroge certains délais en raison des événements graves qui perturbent la vie du pays, en l'occurrence le coronavirus, le Covid-19. Il s'agit d'une manière de réglementer pour la durée la force majeure, la notion juridique de force majeure. Comment est-ce que ça fonctionne? Très schématiquement, cela fonctionne comme un temps mort pour les matchs de football ou de rugby. Nous pensons que les délais sont neutralisés pendant une certaine période plutôt que suspendus ou interrompus au sens classique du terme. Les ordonnances du 25 mars définissent d'abord une période juridiquement protégée qui permet de déterminer les délais et par conséquent les notifications, les significations, les actes, les formalités qui sont neutralisés. Cette période juridiquement protégée d'abord est rétroactive. Elle court rétroactivement à compter du 12 mars 2020 jusqu'au 24 juin 2020. Pendant toute cette période juridiquement protégée, les actes qui devaient être accomplis, notifiés, signifiés, les recours qui devaient être engagés sont neutralisés et devront être faits, pourront être faits, devront être faits à partir du 24 juin. Les ordonnances définissent aussi une période de 2 mois courant à compter du 24 juin, au terme de laquelle les délais qui ont été neutralisés pendant la période du 12 mars jusqu'au 24 juin, au terme de laquelle les notifications, les significations ne pourront plus être effectuées. Donc, la date limite de rigueur est le 24 août. Quels sont maintenant les délais qui sont concernés? Il faut être très clair. Tous les délais sont concernés pourvu qu'ils soient d'origine légale ou réglementaire. En revanche, les délais d'origine contractuelle ne sont pas concernés. Prenons un exemple, le délai pour agir en garantie décennale, le délai pour agir en garantie biennale, le délai pour agir en garantie de parfait achèvement, ces délais-là sont neutralisés. Par contre, les délais de livraison qui sont le plus souvent des délais d'origine contractuelle, ces délais de livraison-là ne sont pas concernés par le moratoire du 25 mars. Mais nous reviendrons sur ce point dans les vidéos suivantes. Il est important de savoir aussi que ne sont pas concernés par le moratoire les délais qui ne sont pas impartis par la loi ou par le règlement, mais qui sont impartis par le juge. C'est-à-dire les délais de procédure, proprement dit, des articles 640 et suivants du Code de procédure civile, à notre connaissance, ne sont pas neutralisés, sauf ceux qui, en vertu d'une circulaire prise pour l'application de l'ordonnance, eux, sont neutralisés parce que le législateur, en l'occurrence le gouvernement, le dit. Il s'agit notamment du délai d'appel. Le délai d'appel prévu par le Code de procédure civile est interrompu s'il tombe pendant la période juridiquement protégée et l'appelant dispose d'un délai d'1 mois qui court à compter du 24 juin pour saisir la cour d'appel. Il en est de même des écritures qui devaient être signifiées, notamment les écritures ou les conclusions d'intimé pendant le délai de 3 mois. Si le délai de 3 mois de l'intimé tombe pendant la période juridiquement protégée, alors ce délai-là est interrompu et l'intimé peut déposer ses conclusions, conclure pendant 3 mois à compter du 24 juin. Mais mis à part ces délais-là, qui sont expressément prévus pour être neutralisés, les délais de procédure proprement dit ne sont pas concernés. Voilà ce qu'il fallait dire très rapidement sur les ordonnances du 25 mars dernier. Maintenant, je laisse les avocats du cabinet décliner chacun, ce qui les concerne, leur point de vue sur ces ordonnances. Je vous remercie. Les ordonnances du 25 mars 2020, que l'on appelle ordonnance Covid-19, vont avoir évidemment un impact sur le contentieux des autorisations d'urbanisme. Je vous propose d'aborder rapidement 4 points. Le délai de recours contentieux, la notification au titre de l'article R600-1 du Code de l'urbanisme, le déroulé de l'instance proprement dit et les délais d'appel et de pourvoi.
Premier point, sur le délai de recours contentieux, le principe est tout à fait clair. Si le délai de recours contentieux à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme expire pendant la période que l'on appelle juridiquement protégée, donc qui court à ce jour du 12 mars 2020 au 24 juin 2020, le délai recommencera à courir pour sa durée initiale de 2 mois à la fin de cette période. En l'état donc, le délai recommencera à courir le 25 juin pour expirer le 25 août à minuit. Deuxième point, sur la notification au titre de l'article R600-1 du Code de l'urbanisme. Alors évidemment, le requérant qui exerce un recours gracieux ou contentieux, quelle que soit sa date, n'est pas dispensé d'accomplir cette formalité, mais il peut la différer. En effet, si ce délai de 15 jours dont il dispose pour procéder à la notification expire pendant la période juridiquement protégée, ce délai recommencera à courir dans son intégralité à la fin de cette période, soit en l'état jusqu'au 9 juillet 2020 à minuit. Troisième point, sur le déroulé de l'instance. Alors là, plusieurs incidences qui vont avoir malheureusement pour effet d'allonger le temps du procès. Tout d'abord, le délai de cristallisation automatique des moyens contre une autorisation d'urbanisme, qui est de 2 mois après le premier mois en défense. S'il expire ce délai pendant la période juridiquement protégée, il sera lui aussi reporté dans son intégralité à la fin de cette période. Le délai pour introduire un référé suspension qui est calqué sur ce délai de cristallisation sera évidemment prorogé dans les mêmes conditions. Il en va un peu différemment pour les mesures de clôture de l'instruction parce qu'on ne raisonne pas exactement sur la même période. En effet, si une mesure de clôture de l'instruction intervient entre le 12 mars 2020 et la fin de l'état d'urgence sanitaire, aujourd'hui fixé au 24 mai 2020. Donc attention, on est sur une période distincte de la période juridiquement protégée, une période plus courte d'1 mois. Donc si une clôture de l'instruction intervient pendant cette période, elle est automatiquement reportée à 1 mois suivant la cessation de l'état d'urgence sanitaire, soit à ce jour jusqu'au 24 juin 2020 à minuit. Le juge peut bien sûr toujours décider spontanément de reporter la date de clôture de l'instruction à une date postérieure. Pendant cette même période, donc celle qui va du 12 mars 2020 jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire fixé aujourd'hui au 24 mai 2020, le point de départ du délai de 10 mois dont dispose le juge administratif pour statuer sur un permis de construire de plus de 2 logements ou contre un permis d'aménager un lotissement est lui reporté au premier jour du 2e mois suivant la cessation de l'état d'urgence sanitaire. Donc c'est un peu compliqué, mais aujourd'hui, donc, ce délai de 10 mois, s'il commence normalement pendant la période juridiquement protégée, commencera là à courir au 1er juillet 2020. On voit les conséquences que cela aura sur le temps du procès. Enfin, j'en termine sur les délais d'appel et de pourvoi. Là, c'est assez simple. Si ces délais expirent pendant la période juridiquement protégée, ils recommenceront à courir eux aussi pour leur durée initiale à la fin de cette période. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, le gouvernement a pris un certain nombre d'ordonnances afin d'établir, durant cet état d'urgence sanitaire, un véritable moratoire sur l'ensemble des délais qui viendraient à naître ou à s'éteindre durant ce que l'on appelle la période dite juridiquement protégée, qui va s'étendre du 12 mars au 24 juin 2020. Concernant le droit de l'urbanisme, c'est l'ordonnance 2020 numéro 306 qui va venir s'appliquer et à laquelle nous allons donc nous référer. Ici, j'évoquerai 3 points qui sont celui de l'instruction des autorisations d'urbanisme, celui de leur durée de validité et enfin, la question du droit de retrait dont dispose l'administration à l'encontre de ces mêmes autorisations. Concernant la question de l'instruction des autorisations d'urbanisme, ici, il convient de distinguer 2 hypothèses en application de l'article 7 de l'ordonnance. Pour un dossier de permis de construire qui aura été déposé avant le 12 mars 2020, soit avant la période juridiquement protégée, c'est un régime de suspension du délai qui vient s'appliquer. C'est-à-dire qu'il va falloir s'interroger sur le nombre de jours qu'il restait à l'administration pour instruire la demande au 12 mars 2020 et reporter ces jours restants à compter du 24 juin 2020. En revanche, pour un permis de construire qui aura été déposé pendant la période juridiquement protégée, c'est un régime de report du point de départ du délai qui s'applique, c'est-à-dire que l'administration disposera d'un délai qui commencera à courir à compter du 24 juin 2020 pour instruire la demande de permis de construire. Concernant, dans un deuxième temps, la question de la durée de validité des autorisations d'urbanisme, il est en effet tout à fait envisageable qu'un permis de construire
et sa date de caducité qui intervient entre le 12 mars et le 24 juin 2020. Ici, et en application de l'article 3 de l'ordonnance, c'est une prorogation de la durée de validité du permis de construire de 2 mois qui va venir s'appliquer. Ainsi, un permis de construire qui aurait été caduc entre le 12 mars et le 24 juin ne sera caduc en réalité que le 24 août 2020, soit 2 mois après le 24 juin 2020. Enfin, concernant la question du délai de retrait des autorisations d'urbanisme, là aussi, il conviendra de distinguer 2 hypothèses de la même manière que les délais d'instruction. Première hypothèse est celle d'un permis de construire qui aura été délivré avant le 12 mars 2020. Ici, c'est un régime de suspension du délai de retrait qui va venir s'appliquer. C'est-à-dire que, de la même manière, il va falloir comptabiliser le nombre de jours qu'il restait à l'administration pour retirer sa décision à compter du 12 mars et reporter ces jours restants à compter du 24 juin 2020. En revanche, pour un permis de construire qui aura été délivré pendant la période juridiquement protégée, c'est le régime du report du point de départ du délai qui s'applique à compter du 24 juin 2020. Ici se pose la question de la durée du délai de retrait dont va disposer l'administration, c'est-à-dire la question de savoir si l'administration va disposer d'un délai de 2 mois ou d'un délai de 3 mois. En effet, l'ordonnance semble, de manière générale, limiter les reports de délai à un délai maximal de 2 mois à compter du 24 juin. Or, le délai de retrait classique d'une autorisation d'urbanisme est de 3 mois. On ignore donc précisément si c'est un délai de 2 mois ou de 3 mois qui viendra s'appliquer. Bonjour à tous. Quel est l'impact de la crise sanitaire actuelle sur les avant-contrats portant sur un terrain constituant l'assiette d'un projet immobilier? L'essentiel est de retenir que s'agissant des contrats, les dispositions de droit commun restent applicables. À ce jour, aucune disposition d'exception ne vient suspendre les délais contractuels. Voyez ainsi la circulaire du 26 mars 2020 qui précise, je cite, que le délai pour lever l'option d'une promesse de vente à peine de caducité n'est pas prorogé par l'ordonnance. Dans ce cas, il faut suivre un raisonnement par étapes. La première étape est de vérifier si les clauses contractuelles spécifiques de ces avant-contrats organisent la crise. Si tel est le cas, les parties auront par exemple expressément stipulé un différé de la date de levée d'option. Je vous invite donc à relire et à faire vérifier vos contrats par vos conseils afin de savoir comment vont s'appliquer ces stipulations particulières. La deuxième étape consiste à vérifier s'il est possible de maintenir la signature de l'acte à la date initialement prévue. C'est envisageable si le dossier est prêt chez le notaire et si des procurations ont été régularisées. À défaut, il est également possible que les parties à l'acte conviennent amiablement d'une prorogation contractuelle, d'une part des délais pour réaliser les conditions suspensives et d'autre part de la date de levée d'option. Sachez qu'un avenant contractuel ne requiert pas forcément la forme authentique. La troisième étape amène à se tourner vers les dispositions de droit commun, et notamment celle de l'article 1218 du Code civil relatif à la force majeure. Certes, les dernières crises sanitaires que la France a connues n'ont pas été qualifiées d'événements de force majeure. Mais l'envergure de ces crises était bien moindre, alors que la pandémie que nous connaissons est d'ores et déjà qualifiée d'événement de force majeure, y compris par certaines institutions. Or, il faut compter aujourd'hui avec l'impossibilité manifeste et extérieure de réaliser certaines conditions suspensives, telles l'obtention d'un permis de construire, les délais relatifs à la délivrance ou à la purge des délais de recours contre ces autorisations d'urbanisme étant neutralisés. Les juridictions viendront sans doute trancher ce point relatif à la force majeure. Enfin, si les avant-contrats en cause ne l'excluent pas, il n'est pas impossible de se tourner vers la théorie de l'imprévision régie par l'article 1195 du Code civil. Ainsi, un constructeur pourrait renoncer à acquérir un terrain au prix stipulé dans la promesse en alléguant que le différé de la livraison ou que l'effondrement du marché immobilier le justifie. D'ailleurs, la plupart des chantiers sont aujourd'hui stoppés pour de multiples raisons. Dans ce cas, il faudra notamment que l'exécution des obligations contractuelles soit devenue excessivement onéreuse. C'est un critère délicat à manier, certes, mais potentiellement applicable dans la crise actuelle. Nous demeurons à votre écoute pour gérer et anticiper ces différentes problématiques.
l'exécution du contrat de construction est-elle suspendue pendant l'état d'urgence sanitaire? L'exécution des contrats de construction n'est pas concernée par le moratoire prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020. Le rapport au président de la République, qui accompagne l'ordonnance, précise en effet expressément que les délais prévus en son article 2 n'affectent pas les obligations contractuelles, dont le prix, nous dit-il, doit être payé à la date fixée par le contrat. Cela signifie que, nonobstant l'état d'urgence sanitaire et le confinement qui en est la conséquence, les contrats doivent être exécutés dans les délais qui avaient été initialement fixés par les parties. L'ordonnance prévoit toutefois immédiatement un aménagement à cette sévérité, puisqu'elle dispose, en son article 4, que si les contrats avaient prévu des sanctions à l'éventuelle inexécution du débiteur, ces sanctions bénéficieront d'une suspension ou de certains délais. Deux situations sont à distinguer. En premier lieu, la situation des clauses pénales, résolutoires, prévoyant une déchéance de droit ou une astreinte qui auraient pris leurs effets durant la période protégée prévue à l'article 1er, c'est-à-dire la période allant rétroactivement du 12 mars 2020 au 24 juin 2020. Pour toutes ces clauses, l'ordonnance nous dit qu'elles ne prendront pas cours ou qu'elles ne produiront pas leurs effets avant l'expiration d'un délai d'1 mois à l'issue de la période protégée, soit en l'état jusqu'au 24 juillet 2020. Cette première situation concernera en premier chef les débiteurs d'une obligation de livraison de l'immeuble ou d'achèvement de l'ouvrage durant la période du 12 mars 2020 au 24 juillet 2020. Pour tout cela, aucune sanction ne sera encourue pour le retard de livraison si le débiteur parvient à s'exécuter avant le 24 juillet 2020. Et s'il n'y parvient pas, les sanctions ne débuteront qu'après cette date, c'est-à-dire à une période où il aura pu retrouver son activité. En second lieu, il convient de distinguer la situation des astreintes et des clauses pénales qui auraient pris leur cours avant le 12 mars 2020. Pour toutes ces clauses et astreintes, l'ordonnance nous dit qu'elles seront suspendues, c'est-à-dire qu'aucune somme supplémentaire ne sera due pendant la période protégée prévue à l'article 1er, c'est-à-dire entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020. Cette seconde situation concerne les débiteurs qui, avant le début de l'état d'urgence, étaient déjà tenus de livrer ou d'achever leur ouvrage et ils n'étaient pas parvenus et s'exposaient donc à certaines sanctions. Tout cela n'encourront aucune sanction supplémentaire, ça ne viendra pas s'ajouter à ce qui était déjà dû, s'ils parviennent à s'exécuter avant le 24 juin 2020. Pour toutes les autres situations, et on imagine qu'elles seront beaucoup plus nombreuses, il conviendra dans un premier temps d'essayer d'appliquer les clauses de suspension légitimes prévues par le contrat, et s'il n'y en a pas de prévu, d'en discuter avec son créancier et essayer de négocier une suspension à l'amiable. Si cela n'est pas possible, il conviendra de saisir le juge et de s'en remettre au droit commun, c'est-à-dire notamment à la force majeure, en faisant reconnaître que l'état d'urgence sanitaire était imprévisible, irrésistible et extérieur et empêchait l'exécution du contrat, de sorte qu'il devait être suspendu. On peut également imaginer d'appliquer la théorie de l'imprévision si elle n'a pas été contractuellement exclue, en faisant valoir que l'état d'urgence a eu des conséquences qui changent l'économie générale du contrat et ne permettent plus de l'exécuter tel qu'il avait été prévu initialement, ou qu'en tout cas cela serait trop onéreux. Ces dernières situations sont beaucoup moins prévisibles que celles prévues par l'ordonnance, puisqu'il conviendra d'attendre les premières décisions juridictionnelles pour savoir si, effectivement, ces arguments peuvent être retenus.